Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous pendant cette troisième journée. Merci à Richard pour avoir partagé son savoir-faire concernant le marché de Singapour. Quelques faits rapides avant de vous présenter notre intervenant suivant. On a les données et on a vu que les exportations du Canada Atlantique qu'on a envoyées sur les marchés japonais, coréens, ils ont connu une flambée jusqu'à 1,5 milliard de dollars en 2019, spécifiquement concernant Singapour. Et c'est aussi un témoignage qu'il s'agit d'un marché croissant, surtout pour les compagnies canadiennes. Mais les exportations du Canada Atlantique ont accru de 158% entre 2018 et 2019. Quelque chose de très positif est en train de se passer dans ce pays pour les Canadiens et surtout pour les sociétés qui sont basées au Canada Atlantique. Sur cette note, on est ravis d'avoir Tractus Asie nous rejoindre, surtout aujourd'hui pour avoir Uday Paniker qui est notre intervenant. Je vous remercie sincèrement pour coordonner les 5 séances cette semaine, pour nous aider cette semaine et pour vous et votre équipe pour avoir mis du temps sur ces présentations formidables que vous avez développées. Et maintenant, vous êtes ici en direct. Donc, un grand merci pour passer votre soirée avec nous. Uday, Monsieur Paniker, vous êtes chez Tractus, le directeur de pays depuis mars 2018 et précédemment avec Inde, Tractus Inde. Donc, vous parlez maintenant aux Canadiens du Canada Atlantique. Ils doivent savoir que vous avez une grande affinité avec le Canada. Vous avez votre diplôme de Mattey Université. Vous avez décroché votre Masters en 2017 et vous avez aussi un Masters de l'Université de Nottingham au Royaume-Uni. Un grand merci de nouveau pour se joindre à nous et pour votre appui formidable pour nous aider à organiser ce forum. On a aujourd'hui appris de Richard que Singapour est un marché très ouvert, très innovateur et un marché qui est ouvert à plus de partenariats pour marchandises et services du Canada. On va en parler davantage. Ça nous intéresse beaucoup de voir ce que vous avez à dire concernant les marchandises. Donc, le conseil pratique que les PME doivent avoir s'ils veulent vendre leurs marchandises sur le marché singapourien. Je vous passe la parole. Et bon, bien sûr, tout va être enregistré. Vous avez accès à ces présentations. Il y a des informations sous votre écran pour les voir. Pour les regarder maintenant, mais vous pouvez aussi regarder plus tard et tout va être partagé avec vous. Comme ça, vous pouvez encore une fois écouter l'enregistrement plus tard. Merci pour cette belle présentation, Suzanne. Merci à tout le monde. Je suis ravie d'être ici. C'est un plaisir de voir comment on peut partager les connaissances de notre marché avec les compagnies du Canada transatlantique. Moi, je connais bien le Canada, donc pour mes études, comme Suzanne vient de le dire, j'étais au New Brunswick pendant mes études et aujourd'hui, je veux vous présenter une approche technique concernant le Singapour. Je vais faire une autre présentation que celle de Richard. C'était une très belle vue générale de tout. C'était une très belle présentation. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est d'approfondir comment nous, en tant que
société de consultants, comment nous nous penchons sur l'approche du marché. Je vais partager mon écran avec vous. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Parfait. Concernant Tractus, notre compagnie, nous sommes en Asie de l'Est, en Chine, en Inde depuis 25 ans et nous avons nos propres personnes dans 11 bureaux sur le terrain partout en Asie. C'est donc notre concentration depuis plus de 20 années. Nous avons à peu près 50 employés à plein temps dans nos bureaux. Et nous avons un historique pour aider les compagnies et aussi les départements de l'Amérique du Nord, aussi les clients SME, PME pour arriver au marché ici, pour les aider à s'implanter ici, dans ce bout du monde. Beaucoup de notre travail se concentre sur l'éducation des PME, sur les marchés de l'Asie, quel marché est une bonne adaptation pour eux et quel marché n'est pas une adaptation pratique pour eux. Alors, on va leur donner une approche pratique. Susanna a déjà présenté ASEAN. Il s'agit d'une association des nations de l'Asie du Sud-Est de 10 nations, un bloc. Une chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que tous les pays sont très, très différents concernant culture, règles, etc. Je ne vais pas mettre trop de temps sur cette planche, parce que Richard aussi l'a déjà dit. Il s'agit d'un des plus larges marchés d'exportation pour le Canada. Et cela est renforcé par les dépenses du consommateur. L'année dernière, ils ont même dépassé les 3 trillions de dollars américains. Il y a 650 millions de personnes qui vivent dans cette partie du monde, donc c'est un grand marché. Le sujet qui nous intéresse tous, c'est la pandémie. Singapour, en général, l'a bien traité. Il y avait un petit problème au milieu où il y a trop de nouveaux cas, mais alors le gouvernement a attaqué ces nouvelles infections et ils ont bien traité de ces infections. Donc, Singapour est ouvert, la situation est normale, si j'ose le dire. Et en tant que moyeu de commerce, Singapour doit être ouvert pour faire les affaires. Il y a d'autres pays en Asie qui souffrent sous l'impact du Covid. Par contre, Singapour a fait un bon travail. Bien sûr, il s'agit d'un petit pays, c'est plus facile pour gérer la situation ici. Et une chose que le gouvernement suit beaucoup, c'est ils sont très agressifs avec leur campagne et comment ils éduquent les citoyens concernant la pandémie. Aussi, ils s'assurent que les chaînes d'approvisionnement sont ouvertes. Comme ça, les compagnies qui portent des produits vers le Singapour peuvent le faire sans heurte. Je veux commencer pour vous parler un petit peu de Singapour par rapport à ses voisins de la région. Il s'agit d'un pays très mature. C'est un marché plus petit, mais mature. Et se positionne d'une manière unique par rapport aux autres marchés, Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande. Chaque marché est très différent et doit être abordé différemment. Étant donné le développement de Singapour, il faut garder cela à l'esprit. Surtout lorsque les PME pensent si oui ou non leur produit va être un bon produit pour ce marché. En effet, Singapour est une passerelle vers le reste de la NAS. L'économie devrait connaître une croissance. Il y a enthousiasme et optimisme. Ils ont ratifié le PGP en 2018
C'est une autre raison pour être optimiste et aussi ça nous donne espoir pour que les compagnies canadiennes viennent ici avec leurs marchandises, surtout pour les entreprises du Canada Atlantique qui se focalisent sur les fruits de mer ou bois, papier, les secteurs de priorité qui sont bien connus au Canada. Et vous savez que Singapour est un hub, un moyeu financier pour le monde entier. Et cela aussi ouvre des opportunités pour d'autres entreprises. Il s'agit aussi d'un lieu très facile pour faire des affaires. C'est facile pour accéder au marché, mais comme on vient de le dire, c'est un endroit cher. C'est peut-être la plus chère ville au monde. Ça, c'est un avertissement. Néanmoins, il s'agit d'une plateforme fantastique pour lancer vos produits aussi sur les marchés des pays voisinants. Ce qui intéresse les voisins, c'est ce que fait Singapour. S'il s'agit de la technologie ou de la touristique ou du tourisme, ils regardent toujours Singapour pour voir s'ils veulent aussi importer les produits de Singapour dans leur propre pays. Une chose importante concernant les affaires alimentaires, Singapour, comme il s'agit d'un petit pays, 90% de son alimentation est importée. Il n'y a pas de terre agricole, donc tout doit être importé. Cela est une opportunité énorme pour les sociétés qui travaillent dans cet endroit, dans la chaîne d'approvisionnement, concernant les fruits de mer. Les fruits de mer sont très bien connus ici, très populaires. Il y a aussi une industrie massive, F&B, qui est en croissance. Il y a 7000 restaurants dans ce petit pays qui témoignent de ce fait. En moyenne, les Singapouriens mangent pratiquement chaque jour au restaurant. Ça fait partie de la culture. Et cela ouvre des opportunités pour les compagnies des fruits de mer, parce qu'ils consomment à peu près 22 kg par personne par année. C'est peut-être pas la même chose que pour les autres pays plus grands qui sont à côté, mais pour un petit pays comme le Singapour, c'est énorme. Du fait qu'il y a beaucoup de revenus et que c'est une économie affluente au Singapour, cela aussi le rend une force motrice pour le secteur agricole et alimentaire. Une autre chose qui est pertinente, surtout pour les sociétés qui travaillent dans les minerais, Singapour est aussi un moyeu pétrochimique. En effet, Singapour a construit une petite île où ils peuvent raffiner les pétroles pour pouvoir les exporter vers les autres pays. Alors, cette chaîne de valeur a été développée par le gouvernement et c'est un autre domaine qu'il faut garder à l'esprit pour les entreprises qui travaillent dans ce domaine. Comme société de recherche, on se penche toujours sur les données. Suzanne a dit que les exportations du Canada vers ce volet du monde sont plus d'1 milliard de dollars et c'est fantastique d'entendre cela. Aussi, on va se pencher sur les 3 premiers secteurs d'exportation du Canada. Bon, les minerais, là, il s'agit d'un secteur et qui marche très bien. Il y a encore beaucoup d'espace pour amélioration. Maintenant, avec la pandémie, la plupart des fruits de mer et les autres importations sont retardées. Mais on espère de voir un rebondissement l'année prochaine. Et on espère aussi de voir beaucoup plus d'opportunités pour les communautés, pour les compagnies, pour les sociétés du Canada Atlantique. Alors maintenant, on va voir comment on peut accéder à ce marché. En tant que consultant, on est un peu comme des médecins. Il faut diagnostiquer la PME qui veut accéder à notre marché. Alors, c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que cette PME est prête? Singapour est très développé
Donc, il faut voir si votre produit trouve sa niche sur notre marché. Et il faut voir si ça fait beaucoup de sens pour le faire seul ou avec d'autres. Vous pouvez le faire sur base individuelle parce que c'est facile ici pour faire les affaires, mais parfois c'est mieux d'avoir un partenaire. Ça dépend de votre produit. L'information est clé. Il faut évaluer si Singapour est le bon marché pour vous en Asie du Sud-Est et puis il faut prendre les décisions. Au cours de l'évaluation du marché, c'est très, très important de le faire de manière objective pour comprendre si c'est Singapour qui vous intéresse le plus, c'est peut-être l'Indonésie ou la Thaïlande, mais c'est quelque chose à garder dans l'esprit. Puis, pour les cadres réglementaires, Singapour est très transparent, mais aussi très strict. Et il faut s'assurer que tous les permis, toutes les licences, tous les comptes sont établis avant de travailler ici. Et là, il s'agit de quelque chose que votre partenaire peut faire pour vous à Singapour, mais en tant qu'exportateur, assurez-vous que les marchandises peuvent être exportées, qui ne sont pas contrôlées par la douane ou par le gouvernement. Et puis, vous êtes libre pour tirer parti de cette opportunité. La plupart des importations sont examinées par la loi des douanes. Il y a une taxe de 7% pour toutes les marchandises. Avec le PTPGP, là, on peut exploiter la situation parce que ces tarifs ont été éliminés pour certains secteurs. Lorsque vous travaillez en fruits de mer, il y a l'agence alimentaire de Singapour qui peut vous aider. Ils peuvent tester vos produits. Lorsque les produits arrivent à Singapour, et si vous avez des fruits de mer spécifiques, alors il se peut que ces tests sont obligatoires. Mais c'est une bonne chose de bien connaître les préalables réglementaires avant d'exporter. Et si vous travaillez dans le pétrole raffiné ou dans le pétrole brut et produits connexes, l'autorité du marché de l'énergie de Singapour et douane supervise ce genre de produits. Et puis pour bois et produits connexes, il y a l'autorité agroalimentaire et vétérinaire de Singapour, le CITES, qui fait partie de l'agence alimentaire de Singapour. Les tarifs sont assez légers, c'est parce qu'il s'agit d'un moyeu. Bon, l'aspect réglementaire est très important et ceci m'amène au point suivant. Lorsque vous avez un très bon partenaire, alors le partenaire peut vous guider, peut vous accompagner avec ce processus. C'est la manière dont la plupart des compagnies arrivent sur notre marché. Et c'est très important d'avoir de bonnes relations. Les relations pèsent beaucoup, sont importantes non seulement à Singapour, mais aussi dans toute l'Asie de l'Est. Comme Richard vient de le dire, il s'agit d'un endroit où c'est facile pour faire les affaires, mais parfois, vous pouvez devoir relever des défis, comme par exemple le partenaire qui ne vit pas ses promesses. Ou ça peut aussi être difficile de travailler avec un partenaire avec qui vous n'avez jamais encore travaillé. Et donc, l'évaluation des partenaires est très importante. C'est important de vérifier ce partenaire. Ces défis, ces mêmes défis vous attendent également dans d'autres marchés de l'Asie de l'Est. Donc, c'est toujours une bonne idée de vérifier bien les partenaires, de bien comprendre ce qui est important pour vous et ce qui est important pour eux, pour qu'ils savent quel rôle ils doivent jouer pour vous, pour les représenter. Donc, il faut avoir une liste des facteurs critiques et importants pour vous. Et il faut faire une interview avec les partenaires potentiels. On l'a vu avec certains clients qu'on a aidés. Il y a des partenaires qui ne communiquent pas sur base régulière, qu'on ne peut plus contacter. Et voilà, ce sont vraiment des défis que vous pouvez encourir. C'est certainement un endroit
transparent et facile pour faire les affaires, mais ce qui est très important ici, c'est de bien évaluer votre partenaire. Alors, ça m'amène au point suivant. Comment est-ce que vous vous implantez ici? Par le biais d'un partenaire, c'est la chose traditionnelle à faire. Alors, vous avez vos produits dans les magasins de détail. Bon, ça dépend bien sûr de votre détail, de votre produit. Et puis, vous pouvez, si ça fonctionne bien avec la vente, vous pouvez élargir votre plateforme. Ce sont les ventes directes, hein, peut-être qui vous intéressent, hein, c'est une option. C'est un peu plus difficile de le faire seul parce que il y a beaucoup plus de défis liés au fait lorsque vous voulez établir vos relations depuis la base. Mais si vous avez déjà quelques clients potentiels et des relations, vous avez peut-être déjà un petit pied dans ce marché. Ça dépend vraiment du risque. Vous pouvez aussi vous installer ici avec un incubateur. Vous pouvez trouver un représentant local et développer votre marché. Donc ça dépend vraiment du montant des ressources aussi que vous voulez dépenser ici. Donc d'abord, il faut s'assurer que vous vendez le produit ici à Singapour, que les gens connaissent votre produit et normalement vous le faites par le biais d'un bon distributeur, un partenaire en qui vous avez confiance, qui se connaît bien en matière de réglementation et qui ont une bonne relation avec les clients. Quelles sont les différences culturelles entre Singapour et le Canada? Je fais toujours des blagues avec mes collègues, comme les Canadiens disent eh, après chaque phrase, les Singapouriens disent ah. Les Singapouriens prennent les décisions rapidement, ont l'esprit ouvert quand il s'agit d'affaires commerciales. Ils sont innovateurs. Et ils ont établi des systèmes formidables ici pour technologie, pour innovation. Mais il y a des différences, bien sûr. Ils ont établi de bels écosystèmes. On a aussi beaucoup d'autres Asiatiques qui vivent ici. Et ce que j'explique toujours à mes clients, c'est que à Singapour, pas tout le monde est direct avec vous. Il y a des incertitudes. Il faut regarder le visage. Donc, lorsque vous voulez avoir un retour d'information et si vous attendez à quelqu'un qui est franc avec vous et direct, cela ne se passe pas toujours comme ça. Donc, c'est important de construire une relation et vous allez le voir, vous devez travailler sur des relations à long terme. C'est aussi les relations à long terme qui intéressent les partenaires et les distributeurs. C'est vraiment la clé pour connaître la réussite. Maintenant, une liste de contrôles de base pour l'entrée sur le marché des PME. Première question, êtes-vous vraiment prêt à exporter? Pas seulement à Singapour, mais en général. Avez-vous fait vos recherches sur le marché de Singapour et est-ce que celui-ci présente-t-il des occasions réalistes pour vous-même, pour vos produits? Et est-ce que vous remplissez les conditions réglementaires pour exporter vers le pays? Est-ce que vous avez besoin d'un partenaire ou est-ce que vous voulez le faire vous-même? Est-ce que vous avez évalué? Est-ce que vous avez vérifié votre partenaire? C'est très important. Et si vous exportez déjà sur le marché de Singapour, alors est-ce que vous êtes prêt à aller sur le terrain? Donc, ça dépend de votre positionnement, où vous êtes dans le cycle de vie des exportations. Et si vous n'êtes pas encore prêt à exporter, c'est peut-être mieux de d'abord comprendre où se trouvent les opportunités pour vous. Et ça s'appelle évaluation et recherche du marché. Donc, il faut lire des rapports sur le marché. Mais si vous travaillez déjà ici, alors quelles seront les étapes potentielles? Est-ce que vous êtes heureux avec les distributeurs actuels? Ou
Est-ce que vous faites tellement d'exploitation que vous pouvez ouvrir votre entité et recruter quelqu'un sur place pour renforcer vos affaires davantage? Donc, ça dépend de votre positionnement dans ce cycle de vie des exportations. Ici, quelques astuces. Maintenant, comme nous sommes dans des temps très incertains, c'est toujours une bonne idée de vouloir se diversifier, de vous pencher sur Singapour. Mais bien sûr, il faut évaluer le marché, les défis. Il faut aussi suivre comment les choses changent parce que les choses changent rapidement. Et il faut évaluer tout le monde parce qu'autrement, vous aurez des problèmes et c'est pas amusant. C'est toujours bien de faire les devoirs avant de venir ici. Voilà ma présentation. J'espère que cela vous a donné des aperçus de comment aborder le marché. Merci beaucoup, Uday. Nous avons quelques questions. Si vous voulez rester avec nous. Vous avez introduit le concept de la culture, un voyage vers l'exploitation, on va construire sur ça. Et en partant avec la culture, nous avons pas mal du temps avec les invités lundi, mardi, l'importance de comprendre les personnes avec qui vous pourriez avoir affaire. Donc, dans le but d'être pratique avec ça, mettez-vous dans la place d'un Canadien, d'un entrepreneur canadien, exécutif de vente, qui est entré dans une salle de direction, qui va présenter son cas. Qu'est-ce qu'il faut savoir concernant les Singapouriens, donc l'homme d'affaires singapourien, pour éviter les faux pas? Très bien. Première chose, comprendre avec qui vous parlez, parce que les décisions sont prises normalement au niveau de la direction supérieure. Donc, si vous présentez, que vous vendez, il faut présenter aux personnes qui prennent les décisions. Première chose, identifier ces personnes-là. Si possible, essayez de présenter votre cas aux personnes qui prennent les décisions. Mais de l'autre côté, au Singapour, ce que j'ai vu en travaillant avec les départements gouvernementaux ainsi que les entreprises, c'est un marché très jeune en termes de leader d'affaires, dans des positions de pouvoir et de décision, les choses se déplacent vite. Si vous présentez votre cas, par exemple, au niveau de la direction, c'est toujours très bien, vous aurez des décisions qui seront prises rapidement. Un des avantages de faire des affaires à Singapour en général, c'est que les décisions sont prises rapidement. Donc, vendre à un exécutif, cela ne se fait pas toujours, mais aux influenceurs, si vous voulez, au mi-niveau, est-ce que nous réussirons réellement à avoir des réunions avec les personnes qui prennent les décisions? Ça dépend de ce que vous proposez comme produit. Est-ce unique, marqué très concurrentiel, très compétitif? Donc, si votre produit ressemble de très près à ce qu'il y a déjà sur le marché, eh bien, ça rend la chose difficile. Qu'est-ce que j'apporte à cette conversation? Je reviens à la question, à mon point concernant l'appréciation du marché. Il faut faire vos devoirs, il faut vous préparer. Sinon, ça vous met désavantageux avec n'importe qui à qui vous vous adressez. À apprécier non seulement le marché, mais aussi les partenaires. De manière pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Pouvez-vous nous donner des exemples illustratifs peut-être d'une autre entreprise petite ou moyenne qui a déjà fait ce voyage, comme vous avez dit? Eh bien, je réponds de partie. Qu'est-ce que vous devez faire? Première chose,
Si vous avez identifié un partenaire avec lequel vous vous entretenez, il faut vous asseoir, réfléchir, qu'est-ce qui est critique pour vous? Est-ce critique qu'ils aient une bonne équipe de vente, bonne connaissance et compréhension des conditions régulatoires, ou qu'ils aient de l'expérience à vendre des produits similaires? Voici le genre de questions qu'il faut poser. Et voici les discussions que vous allez avoir avec ce partenaire potentiel. Si vous ne cliquez pas ces cases-là, eh bien, il faut changer pour trouver un autre partenaire potentiel. C'est la première partie. Nous avions un bon exemple d'une société basée en Maryland qui avait des problèmes avec leurs partenaires existants à Singapour. Et ça leur remontait qu'ils n'avaient pas vraiment vérifié le partenaire. Le partenaire avait promis des choses, il n'avait pas communiqué à temps. L'entreprise avait envoyé des expéditions, il n'avait pas été payé, il n'avait pu atteindre le connecter avec ce partenaire. Voici le genre de problème que vous pourriez rencontrer à Singapour. Le genre de choses-là, il faut éliminer ces problèmes, en vous assurant qu'ils ont des antécédents qu'ils prouvent qu'ils paient à temps, qu'ils sont en bonne communication. Alors là, l'importance d'investiguer le partenaire à l'avance. Donc, un partenaire de bonne renommée, comment faire ça? Est-ce qu'il y a des possibilités de rechercher ou des sources d'informations concernant les partenaires? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous aider à faire des présentations ou des connexions avec ce qui pourrait avoir l'air d'être le partenaire parfait? Oui, en effet. Excusez-moi, si je suis franc. Nous sommes une source excellente. Nous avons beaucoup d'expérience avec aider des entreprises à scanner le marché pour des partenaires, compréhension des besoins précis de l'entreprise en question, s'assurer, nous pouvons entreprendre ce travail d'investigation, d'enquête, de vérification. Mais le bureau du commissaire de commerce, chambre de commerce canadienne, conseil d'affaires canadienne, tout ça sont des entreprises et des alliés, si je peux les ainsi nommer, qui pourront vous aider. Et dans les autres marchés asiatiques, nous avons appris que l'environnement régulatoire, souvent, ça mène à des précisions contractuelles. Votre conseil pratique, si nous arrivons à trouver le partenaire parfait après l'avoir vérifié et entrer dans des accords, est-ce que nous signons des accords pour une représentation limitée géographique, court terme, long terme? Est-ce que vous avez des conseils sur ça? Oui, bien sûr. Ça dépend entièrement sur la manière, sur l'intérêt de l'entreprise. Les contrats, les accords, je vous propose de ne pas avoir d'accord oral. Tout doit être fait par écrit. Le Singapour a un système juridique merveilleux. Les contrats sont très importants, critiques à faire des affaires ici, d'avoir des contrats. Les accords, bien sûr, mènent normalement à des questions, à des problèmes. Donc, avoir un contrat excellent, c'est la clé. Oui, un point principal en termes de l'exclusivité régionale, c'est un aspect important pour les petites et moyennes entreprises canadiennes de discuter avec le partenaire. Si le partenaire n'a pas la capacité de prendre des produits de Singapour ou qui a des ressources dans d'autres pays,
eh bien, il faut examiner ça. Facteur critique, si je peux dire, que vous examinez un partenaire, est-ce qu'ils doivent avoir leur bureau propre, présence dans les marchés voisins autour de Singapour, ou cherchez-vous uniquement pour maintenant entrer au Singapour pour voir comment ça réussit, examiner après les autres marchés. Donc, c'est une partie stratégique que l'entreprise canadienne doit considérer et discuter avec le partenaire. On peut être satisfait par un commencement dans un seul marché, Singapour, mais vous trouverez aussi des distributeurs ou autres agents qui sont basés au Singapour, mais qui ont des présences partout dans l'Asie. Donc, ça dépend entièrement de l'entreprise canadienne, de ses besoins. Donc, l'entreprise petite ou moyenne d'Amérique du Nord typique qui cherche entrée en Asie du Sud-Est et qui cible le Singapour, peut-être d'autres marchés, mais qui peut considérer le Singapour comme le carrefour pour la région. Qu'est-ce qui serait typique pour une petite ou moyenne entreprise? Quelle est l'approche la plus commune pour l'Amérique du Nord, pour les produits ou services d'Amérique du Nord? J'estime que la méthode traditionnelle a toujours été de trouver un bon partenaire, un bon distributeur, et ça s'applique même au fond technique. Si vous avez une plateforme, vous pouvez toujours trouver le bon partenaire ici qui peut vous aider à élargir votre présence dans le marché. Si c'est un produit physique, certainement le modèle partenaire est le mieux. Avant Covid, le Singapour, comme nous avons tous discuté, Singapour est connu pour ses événements. Et c'est une manière excellente pour les gens d'arriver sur le marché, rencontrer des gens, entrer dans le marché et prendre cet effort eux-mêmes sans partenaire. Parce que Singapour, c'est possible, vous pouvez faire cela. Mais actuellement, avec le fait que vous ne pouvez pas vous déplacer, que vous ne pouvez pas avoir de présence physique, notre approche serait de suggérer d'avoir un partenaire. Mon collègue Max de Nova Scotia nous demande, encore une fois, d'élargir un peu cette réponse. Quelles sont les avenues que vous proposez pour cette recherche de partenaires? Oui, en fonction de votre secteur, première chose, scanner le Singapour pour tout genre de partenaires, distributeurs qui sont déjà installés, spécialisés dans l'importation dans votre secteur. Et après ça, il est question de les contacter, que ce soit par appel téléphonique, mail. Et généralement, ils répondent volontairement, c'est avantageux. Et pas comme certains autres marchés de l'Asie du Sud. Premier pas, donc. Et suivant ça, après les premières conversations avec l'entreprise, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à savoir ce qu'ils peuvent faire pour vous. Et aussi, si vous aussi, vous êtes adapté à leurs besoins aussi. Et le cybercommerce, quel est l'effet que ça produit sur la recherche des partenaires sur le terrain? Il y a beaucoup de sociétés ici qui aident les entreprises internationales à importer leurs produits, spécialement pour le secteur de cybercommerce, les grands acteurs qui ont leur propre logistique, leur propre capacité interne, aussi des entreprises plus petites et indépendantes, si c'est le terme juste, qui travaillent ou collaborent avec eux, différents produits à vendre en ligne à Singapour. Beaucoup d'intérêt ici. Richard nous a donné une petite idée sur ça.
sur la mission cybercommerce canadien qui commence au mois de mars. Je pense qu'il faut en profiter pour nous-mêmes d'en apprendre plus longuement, à créer ces connexions. Vous allez probablement rencontrer certains de ces entreprises indépendantes dont il a parlé à cette mission-là. Ce serait très bien adapté à la possibilité de créer des relations. Cybercommerce aussi directement aux consommateurs. Est-ce que nous voyons aussi le cybercommerce pour le B2B? Ça, certainement, ça existe ici, mais business to business, on a vu avec la pandémie et la fermeture des marchés, on habille quand même un boom dans ce secteur. B2B, vous avez besoin de quelqu'un ici sur le terrain qui pourra réellement s'assurer que tout se procède bien du point de vue régulatoire. Et puisqu'il s'agit d'un produit technique, tout cela dans les nuages, pour les compagnies technologiques. Business to business, de ce point de vue-là, bon d'avoir un représentant ici. Même si vous essayez de vendre sur Internet, parce que votre client pourrait avoir besoin de services après-vente, c'est à ce moment-là que ça pourrait représenter des défis si vous n'êtes pas vous-même sur place. Oui, très bon conseil. On a parlé beaucoup du service après-vente avec nos collègues de Corée. Juste pour tout réunir, il est cher, ça coûte cher d'entrer avec réussite dans ce marché. Vous avez dit, Richard nous a appris aussi, Singapore, il est cher de faire des affaires. Il y a des opportunités, donc, mais en général, une petite ou moyenne entreprise d'Amérique du Nord qui cherche à entrer au Singapour pourra entrer dans d'autres marchés de la région ou non. Quels sont les fonds? Quel genre de fonds auront-ils besoin pour s'insérer dans ce marché, pour se lancer? Et quelle période de temps pour arriver à réussir? Trois questions que j'essaie de répondre à ces trois questions avec une seule réponse. Première chose, il prend un jour, une seule journée pour s'incorporer, pour incorporer à Singapour. Mais ça ne comprend pas tout le temps qu'il faut pour ramasser tous les documents, la documentation, les questions pratiques en fonction du genre de société que vous cherchez à entreprendre. Si vous avez tous vos documents en place, une société à responsabilité limitée, ACRA, c'est le nom de l'organisme qui vous enregistre, ça prend maximum de 2 jours pour examiner vos documents. En ce qui concerne l'argent, l'enregistrement d'une société n'est pas très coûteux, des centaines de dollars, pas très cher. Ce qui vous sera votre plus grande dépense, c'est embaucher votre représentant. En fonction du niveau d'expérience de ce représentant, ça pourrait vous coûter entre 3 000 ou 6 000 dollars. Ça n'est pas rien par mois comme salaire. Étant donné que les choses se font virtuellement, cette personne peut travailler à partir du foyer ou même dans un bureau de service qui pourrait vous coûter entre 600 dollars à plus de 2 000 dollars. Donc, si vous examinez juste ces 2 chiffres de base, nous voyons à peu près de 7 à 8 000 pour lancer les choses. Ça, c'est pas moi. Avec le salaire que vous aurez à payer chaque mois pour le représentant. Ça, c'est une seule personne.
je n'ai pas parlé des autorisations, des licences concernant le genre de votre produit, le coût de mettre ça en place. La dernière question était de combien de temps est-ce que ça va prendre pour réussir? Difficile à répondre. Vous aurez plusieurs entreprises qui arrivent sur place. Ça va prendre 6 mois à 1 an pour voir des résultats, pour voir un peu de traction dans le marché. Il y a des compagnies principales de partout dans le monde qui cherchent le dollar singapourien. Donc, vous avez beaucoup de concurrents. Un minimum de 6 mois serait un prospect réaliste. Et ça, c'est si vous commencez de zéro. Si vous avez déjà une affaire en marche à Singapour, ça pourrait vous aider à réduire cette période. Il est important de montrer aux gens ici que vous avez déjà fait des affaires ici ou que vos produits sont connus ici. Ça aussi pourrait réduire le cycle de vente. Si vous avez déjà une entreprise singapourienne qui utilise votre produit, il faut dire ça aux autres partenaires, aux autres sociétés. Minimum de 6 mois en fonction du genre de votre produit. 6 mois, 18 mois pour réussir, pour voir une réussite. Ce serait un chiffre réaliste. Et à comparer ça avec des points de référence pour arriver au succès dans les marchés étrangers, on dit 2 ans le coût de développement du marché, 200 000 $ canadiens. Juste un commentaire là. Est-ce que nous sommes dans le même genre pour une petite et moyenne entreprise d'arriver à avoir du succès avec tout le coût de développement du marché, de vente de partenaires? Est-ce qu'il est concevable que sous 2 ans, ces entreprises pourraient avoir une réussite? Oui. Oui. Oui, le chiffre est bon. En fonction de combien de personnes ils veulent sur le terrain, ce sera le point principal pour répondre à ça. S'ils voient le Singapour comme un marché avec beaucoup de clients, donc ils pourraient vouloir avoir une équipe de vente assez nombreuse, mais ils peuvent en juger eux-mêmes avec quelques personnes sur le terrain. Donc, la partie de ressources humaines sera la partie principale du coût. Merci beaucoup. Nous n'avons plus de temps, malheureusement. Nous pourrions avoir beaucoup plus de conversations. Et vous persuader à nous donner beaucoup plus de conseils. Mais encore une fois, merci beaucoup d'avoir passé votre soirée avec nous et d'avoir coordonné l'effort de la part de votre équipe. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre présentation pour la 3e journée. Il nous reste encore 2 jours du marché d'Asie, des sessions de formation. Et Uday sera avec nous aussi vendredi sur le marché de l'Asie du Sud-Est que nous avons mentionné. Et vendredi, la session sera d'1 heure seulement, mais je vous invite à être des nôtres demain et vendredi. Nos sessions sont toutes sur la plateforme de l'événement et vous pouvez vous mettre en contact avec tous les orateurs à votre choix. Je vous remercie d'avance d'avoir engagé avec nos spectateurs s'ils se mettent en contact avec vous. Nous sommes très contents. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, passez une bonne journée.